Les résultats d'élections plutôt contestés, ça on en a l'habitude en Afrique. Le président Ghazouani, reconduit à la présidence, fait politique autour des résultats. En Mauritanie, le président sortant Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a été réélu triomphalement dès le premier tour, récoltant 56,12% des suffrages selon les chiffres annoncés aujourd'hui par la Commission électorale nationale indépendante de la CENI en Mauritanie. Il est passé au premier tour avec autant de voix contre son adversaire Biram Da Abed qui a obtenu 22%. Le peuple se demande si ce n'est pas une fraude électorale comme les gens aiment beaucoup le crier dans ce genre de cas. On n'a pas de preuves encore pour le moment, malheureusement, mais cependant, cette situation fait beaucoup penser à ce qui s'est passé lors des élections en 2018, où la majorité du peuple avait l'impression d'avoir voté Fayoulou. Cependant, on remarque que le président de la République aujourd'hui, Félix-Antoine Tshisekedi, a remporté le premier tour des élections provisoires à l'époque. Du coup, on peut comprendre le peuple mauritanien qui se pose des questions sur la légitimité des résultats. Cependant, on peut aussi essayer de comprendre que peut-être que les gens ont préféré voter quelqu'un qui était déjà au pouvoir, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a déjà fait ses preuves, quelqu'un qu'on connaît, comparé à quelqu'un qui vient se présenter. Sachant qu'en Afrique, on a le même problème de développement. Du coup, on a du mal à faire confiance aux gens qui n'ont pas fait leurs preuves, entre guillemets, n'est-ce pas, Madame Anaké? Oui, c'est vrai, hein, c'est vrai. Même à l'époque où Kabila devait laisser le règne à quelqu'un d'autre, on ne connaissait pas Tshisekedi. Pas du tout. On connaissait le père. Nom, voilà, et la pratique du père. Et puis, on connaissait aussi tout ce qu'on disait que non, un Moulouba ne peut pas diriger ce pays. Oui, c'est ce qui se disait. Au point que on donnait plus de crédit à Ramazani Chadari, qu'il ait gagné ou qu'il n'ait pas gagné, on lui donnait du crédit parce qu'on se disait qu'il était le dauphin de Kabila et que bien ou mauvais, on connaissait quand même Kabila. On connaissait quand même Kabila, on savait ce qu'il avait déjà fait, voilà. ce qu'il était capable de faire. C'est ça en fait le politicien ou le politique de l'Afrique. Mais quand Tshisekedi est arrivé, il y a eu beaucoup de contestations. Énormément. Oui, il y a eu beaucoup de contestations. Et puis, pour son deuxième mandat, les gens se sont rendus compte que, bien ou mauvais, ou bon ou mauvais, on le connaissait quand même. Donc, on a préféré à d'autres. Oui. C'est ça un peu aussi l'Afrique. Sauf changement de la Constitution ici, comme il ne fera plus de mandat, la personne qu'il va présenter, c'est peut-être celle-là à qui on donnera du crédit parce que ça sera la recommandation de quelqu'un que nous avons finalement connu. Cette manière de penser est vraiment propre à l'Africain parce qu'en Afrique, on n'est pas vraiment habitué à ce système européen qui est de changer de président tous les 5 ans ou tous les 7 ans. On est habitué au roi. Lorsque le roi n'est plus apte à diriger, il propose lui-même son successeur. Ou bien dans la hiérarchie de la royauté, c'est un peu comme son fils, au niveau son de la frère, reine du royaume d'Angleterre, le roi est arrivé et la personne qui est destinée à devenir roi, il est déjà connu, c'est le prince. C'était ça nos politiques en fait. Et on préparait cette personne à l'avance, à diriger déjà le pays et tout ce genre de choses. Sauf exceptionnellement, comme chacun qui savait que son successeur c'était X, mais il a quand même tué. Parce qu'il se disait c'est pas quelqu'un de très autoritaire et tout. Mais au moins, nous, on n'est pas culturellement liés aux républiques. Nous avons des comportements de royaume. Vous pensez qu'on devrait changer notre système politique? Bon, personnellement, peut-être qu'on ne peut plus rentrer en arrière parce que avec les républiques, on a eu le moyen de rencontrer aussi d'autres circonstances positives du fonctionnement du système républicain ou du système politique à caractère, tout ce qu'on veut, socialiste, communisme, démocrate, tout ce qu'on veut. On a eu le temps de voir ce qui était bon et ce qui n'était pas bon dans les royaumes et tout ça, tout ça. Mais il ne faut pas oublier que les Belges ont mis en 2 345 000 km² des millions de royaumes, enfin millions, entre guillemets, c'est une façon de parler. Plus de 450 tribus. Ces 450 tribus-là, c'était géré
par des chefs, des rois télé ou je sais reines. pas moi quoi, mais c'était, il y avait des chefs à la tête et ils avaient leur façon de fonctionner. Donc quand vous mettez plus de 450 chefferies dans un seul territoire, vous espérez quoi en un siècle? Sans compter que Lumumba sera passé par là, après avoir vu les Européens se faire massacrer eux-mêmes par les Allemands pendant les deux guerres mondiales. Il s'est dit, ah bon, mais eux aussi ils peuvent mourir, eux aussi ne peuvent pas voir à travers le mur, donc ils peuvent aussi être massacrés. Et le panafricanisme est né. Mais malgré ça, on n'a pas... Bon, j'ai l'impression qu'on a... On a beaucoup apprécié aussi le modèle décentralisé des politiques occidentales. Exactement. J'aime bien aussi, j'apprécie, moi je fais sciences politiques, donc on a eu le temps de voir par exemple comment, administrativement, comment est-ce qu'on devrait conduire les institutions publiques à travers tous ces offices, les ministères, les offices de l'État et tout ça, les mandataires et tout ça. C'est bien, ça permet la transparence. Parce que dans le royaume tel que c'était fait en Afrique avant, bon, comme dans toutes les politiques, il y a toujours des inconvénients. Mais malheureusement, on a apprécié, mais on n'en a pas fait une culture. Ce qui fait que ceux qui sont à la tête du pouvoir viennent nous supplier quand ils ont besoin de votes. Mais un vote que nous ne maîtrisons pas parce qu'on oublie, on nous vient nous raconter dans le mode du genre modèle ancien. Je vais te donner la nourriture, je vais te donner à manger et tout ça. Alors que les temps ont changé. Oui, mais tu me donnes à manger que je veux consommer, mais non. Tu ne me donnes pas à manger sous le modèle chinois en m'apprenant à pêcher. Et après, quand tu as ton vote que moi je te donne, c'est fini. Ils disparaissent, ils deviennent injoignables. Veste, cravate, tu m'oublies complètement, tu es devenu mon chef. C'est vrai que ce n'est pas juste cette manière de faire là. Donc c'est possible pour moi, je pense qu'il faudrait réfléchir pour savoir si on devrait remettre nos cultures de politique traditionnelle associées à créer un véritable métissage, une démocratie métissée, quoi. Si on peut faire ça, ça ne serait pas mauvais, c'est juste pour essayer de coincer ces politiciens qui nous disent des belles choses, mais qui font des moches choses. Exactement. En parlant de belles choses, moches choses, cela dépendra ce sera à vous de juger. On passe au deuxième sujet qui est la déclaration de Brenda Biya, fille de Paul Biya, sur les réseaux sociaux. Il y a un reportage, une petite vidéo que je vais vous laisser visionner et après on va commenter juste après. Brenda Biya, la fille de Paul Biya, a fait son coming out, on te raconte. Depuis la Suisse où elle vit, Brenda Biya a posté sur sa page Instagram une photo d'elle embrassant la top modèle brésilienne Lyons Valença. Sur la légende de cette photo, elle déclare être folle d'elle et vouloir que le monde le sache. Ce n'est pas la première fois que la fille du président camerounais Paul Biya s'exprime sur ce sujet. Dans une vidéo postée sur son compte TikTok, Brenda Biya se définissait comme étant, je cite, un peu du genre masculin et un peu du genre féminin. Cette dernière publication, mettant fin au débat sur son homosexualité, a provoqué de vives réactions sur les réseaux sociaux. Pour rappel, l'homosexualité est illégale au Cameroun. La loi 347.1 du code pénal punit les relations entre personnes de même sexe d'une peine de prison allant de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 20 000 à 200 000 francs CFA. Human Rights Watch a dénoncé des violations de droits humains ciblant les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres au Cameroun. L'organisation de défense des droits humains dénonce des cas avérés de brutalité policière équivalent à de la torture. Brenda Biya, la fille de Paul Biya, a fait son coming out, on te raconte. Depuis la Suisse où elle vit, Brenda Biya a posté sur sa page Instagram une photo d'elle en Donc cette révélation récente est en train de choquer le Cameroun en ce moment. Elle provoque un vif débat, un débat vif. Brenda Biya, la fille du président Paul Biya, le président du Cameroun, a fait son coming out en publiant une photo, comme on vient de le voir sur Internet, où elle embrasse une autre femme. La légende qui accompagnait la photo disait « Je suis folle de toi et je veux que tout le monde le sache ». Madame Anna, quelle est votre opinion sur cette déclaration choquante, sachant qu'on est quand même en Afrique et que tout le monde le sait, le monde entier le sait, en Afrique, sur pratiquement tout le territoire, cette pratique, disons, occidentale est interdite, prohibée par des textes. L'homosexualité n'est pas une pratique occidentale. Bon, il y a eu ça dans le monde entier. On peut même dire que les premières origines sont
date de l'époque de l'Égypte antique où on pouvait déjà voir ce genre de choses, oui. Effectivement. Cependant, elle a vraiment été plus promue en fait et vraiment légalisée en Occident en fait, comparé En Occident, le problème, vous savez, la richesse de l'Occident, c'est quoi? C'est le respect du choix des gens. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'homosexualité volontaire, choisie. Que quelqu'un dise je vais être homosexuel. Excusez-moi, c'est vrai que moi je parle facilement de sexualité hein, parce que ça fait partie de mes recherches, mes spécialités. Et je ne pense pas que cela devrait être un tabou aussi. C'est quand même quelque chose de naturel. Donc, En fait, parler de sexualité, tu veux dire pas voilà. d'homosexualité. Oui, voilà. En fait, donc les choix des gens doivent être respectés. On ne va pas mettre dans les codes pénaux des choix des gens et le punir parce qu'ils ont choisi. Refuser à un certain niveau, dire vous choisissez d'être homosexuel, c'est votre choix, mais vous n'avez pas le droit d'adopter des enfants, par exemple. Voilà. Parce que là, vous êtes en train d'influencer la création d'une communauté. Et ça peut bouleverser un enfant, sachant qu'on sait que les enfants sont faits pour avoir un papa et une maman. L'éducation, c'est l'exemple. Dans la société, nous connaissons que pour qu'il y ait procréation naturelle, même au niveau des animaux ou de la population végétale, c'est mâle et femelle. Et il faut se multiplier pour multiples raisons, notamment pour des main-d'œuvre. Parce que moins il y a de gens, moins il y a d'emplois, moins il y a de développement dans une société X ou Y. Donc, laissez aux gens de choisir ce qu'ils veulent, mais entrer jusque dans chercher à légiférer ce que moi je veux choisir, là je ne suis pas d'accord. Quelqu'un m'a demandé, un ami, un journaliste qui m'a dit, et si ta fille choisissait de devenir homosexuelle? C'est seulement ma fille. Moi, je ne gère pas son mental. Elle a choisi. Si elle choisissait, elle est normale hein, pour l'information. Mais si elle choisissait, c'est son choix. Certains parents vont jusqu'à battre leurs enfants comme des serpents, moi, personnellement, les jeter à la rue, et les brûler parfois. Ça, c'est le manque de respect du choix des gens. Même si vous pensez que vous n'allez pas respecter les choix, mais alors ne dites rien. Ne dites rien, parce qu'au-delà de ça, il faut aussi savoir que dans les milieux d'incarcération, on ne mélange jamais les personnes de sexe opposé. On trouve les femmes d'un coin et les autres, les hommes de notre côté. Alors, ces femmes qu'on trouve dans leur coin, elles sont quoi? Pour beaucoup, elles deviennent lesbiennes, elles le sont. Et chez les hommes aussi, ça fait partie du bleusaille où certains hommes se font, excusez-moi le terme, se font prendre par d'autres hommes. Par d'autres hommes. Ok? Et à part ça, maintenant, le lieu où on envoie les gens pour leur donner une peine X ou Y, ces lieux-là, c'est quoi? C'est la prison. Maintenant, par exemple, le cas du ministre de chez nous ici, qui dit deux fois, on vous arrête, vous allez faire la prison. Il ne fait rien parce que quand ils vont aller en prison, ils vont se retrouver avec les personnes de même sexe en très grand nombre. Ils vont faire la même chose, donc il n'aura rien fait, à part leur arracher la liberté. Mais sur le plan émotionnel, qu'est-ce qu'il aura fait? Rien du tout. À part ça, il y a aussi des je ne sais pas si je peux dire que c'est pathologique, mais il y a des homosexuels génétiquement ou biologiquement, où ils sont nés physiquement hommes, mais à l'intérieur, tout est féminin. Oui, les hermaphrodites. Non, il y a des hermaphrodites que j'ai vus au Stade des Martyrs, qui sont dans certaines équipes féminines. Mais à part les hermaphrodites, il est intégralement masculin. Mais tous les hormones qui le gèrent sont féminins. C'est des anomalies de la science parfois aussi ce genre de choses. Est-ce qu'on va dire que c'est vraiment une anomalie? Ou c'est juste la manière d'être de cette personne? Peut-être la manière d'être, parce que les prêtres, les pasteurs ou ceux qui font dans la spiritualité, ils disent dans certaines théories qu'au commencement, il y avait hommes et femmes en un seul corps. Donc, ce sont des choses discutables, tout ça. Maintenant, pour revenir à Madame la fille du président Brenda Biya. Oui. Généralement, les homosexuels parlent de quelque chose qu'on appelle les coming out. Tu dois être libre de vivre ta vie, quelque chose que les gens pensent. Donc, tu dois
à un moment donné, dire qui tu es réellement sexuellement, sinon tu vivras caché. Et si ton partenaire avait déjà fait son coming out, c'est-à-dire il avait déjà dit ouvertement au monde que moi je suis homosexuel. C'est vrai que c'est... Toi, le partenaire, tu es toujours en train de te cacher. C'est beaucoup de problèmes en général. Oui, c'est vraiment pas logique. Ce que moi, je trouve assez pas acceptable, c'est l'imposition de la communauté LGBT de se faire accepter. C'est ça aussi le problème, parce qu'on peut vous respecter parce que vous êtes humain, tout être humain mérite le même respect qu'un autre. On n'est pas obligé d'accepter votre pratique. Est-ce que si les gens vous refusent, vous êtes obligé d'avoir des mouvements pour leur imposer de vous accepter? Si alors peut-être ce n'est pas le cas, alors peut-être qu'ils font des marches ou ils font de grands mouvements pour essayer de faire accepter leur choix. Là, je suis d'accord. Mais moi, je pense qu'on est en train d'aller vers un troisième sexe. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que dans des dessins animés, des films, il y a toujours un couple homosexuel qui intervient. Cela a déjà même commencé, il y a plusieurs Depuis États. très longtemps. C'est pour ça que je dis, bon, c'est aussi mon choix en fait. Qu'est-ce que je trouve assez fort ou assez difficile aussi, c'est qu'ils s'imposent, maintenant ils veulent imposer une communauté en les mettant même dans des circonstances comme genre le film et tout ça. Donc aujourd'hui, on est un peu en guerre avec les hétéros contre les homosexuels. Alors que cela ne devrait pas, parce qu'on est tous humains et on devrait juste simplement... Bon, de toute façon, ils arrivent à faire ça aujourd'hui parce qu'on les martèle aussi. Si on ne les martelait pas, est-ce qu'ils allaient se battre pour rentrer jusque dans les cinémas, les dessins animés et tout ce qui va avec? Peut-être pas, mais bon, c'est ça aussi la vie, puisque, excusez-moi, je veux le dire, j'ai vu sur une vidéo, dans une vidéo sur TikTok, un chien en train de se plaire à lui-même. J'ai dit, un chien? Je rêve ou quoi? Donc voilà, le monde, il y a beaucoup de réalités. Voilà, c'est vraiment, c'est un peu compliqué. Et la troisième actualité du jour est la nouvelle initiative routière 2024-2028, une synergie gouvernementale pour relier les chefs-lieux, relier les provinces, relier les zones entières de la RDC. Les ministres des Finances et des Infrastructures se sont engagés à créer une synergie d'action au sein du gouvernement pour soutenir une ambitieuse initiative de bitumage des routes d'intérêt général et des voiries urbaines pour la période de 2024 à 2028. On peut applaudir cette initiative, cependant on espère vraiment que ça portera ses fruits car le Congo est un grand pays qui regorge de ressources, mais ces ressources sont séparées en fait dans des régions. Il y a une région qui est riche en fruits, une région qui est riche en poissons, une autre région qui est riche en légumes. Et si on pouvait simplement être plus liés, cela favoriserait vraiment le commerce. Les gens vivent d'agriculture en RDC. Ce n'est pas tout le monde qui attend que les produits de notre sous-sol nous fassent vivre. La RDC est capable de vivre avec notre poisson, nos fruits et tout ça. Cependant, c'est les routes qui font vraiment entrave à cette évolution, à ce développement. Les routes sont impraticables. Soit impraticables, soit carrément dangereuses, où les gens doivent faire des périples de plusieurs jours dans des camions qui roulent comme ça, penchés, à cause du mauvais état des routes. Et c'est vraiment dangereux, n'est-ce pas, Madame Anaken? Oui, c'est très dangereux. Hein. On voit des gros camions pleins de bananes qui sont vraiment à l'horizontale, ils sont vraiment courbés, il y a des gens dessus. À n'importe quel moment, ils peuvent tomber. Et voilà, les ponts non plus, qui ne sont presque plus en état. Ils ne répondent pas aux normes. En fait. Donc c'est d'ailleurs très ici dangereux. Chez nous, parce que moi j'ai vu un pont bascule quelque part, j'ai pas vu les ponts qui gèrent le poids pour permettre à des camions ou des véhicules de passer sur une route qui est censée prendre X poids ou Y poids et qu'au-delà de ce poids, tel véhicule ne peut pas passer. Je n'ai pas vu ça chez nous au Congo, des ponts bascules. J'ai vu ça dans d'autres pays, mais pas ici. Le seul pont qui est comme ça, c'est le pont Maréchal. Je pense que moi j'ai vu, où on a une limite de poids. Oui, une limite de poids, mais il existe. Le pont bascule, c'est pratiquement, je peux dire, ça peut être pris en charge par une institution où
Vous entrez pour monter sur un pont bascule, vous gérez votre poids et vous sortez, on vous dit que oui, le poids que vous avez, vous pouvez marcher, rouler de tel point à X point. Mais les institutions où on peut vous trouver des ponts bascules, disons, je ne sais pas s'il y a un office qui gère, j'ai pas vu. Je me souviens que moi, à un moment donné, je voulais beaucoup voyager par route. J'ai trimballé un coin là-bas où j'ai voyagé beaucoup par route. Et puis, je suis monté dans un bus, des gens qui étaient assez révolutionnaires. On s'arrêtait à gauche, à droite, par-ci, par-là. Et on est arrivé à un endroit où on trouvait quand même que c'était bizarre. Notre bus était trop plein. C'était pas une très très grande distance. C'était, on est parti d'un village à un autre village, mais dans un autre pays. Et puis, quand on est allé on est monté, on est descendu, on a laissé que... non, on n'est même pas descendu. On est allé pour monter sur le pont bascule, mais la charge était extrêmement élevée. Et on nous a dit de faire descendre des choses parce qu'on allait abîmer la route d'autrui et tout ça. Mais le Congolais, il est extraordinaire. Lui, il est toujours prêt à corrompre. Toujours. Excusez-moi, c'est ce que moi j'avais vu. C'est assez difficile nous-mêmes, on se vend mal aussi. Et là-bas, on nous a dit, Congolese people, always like this. Oui. On a fait descendre ce qu'on avait, on a fait descendre certaines choses. Et puis, bon, parce que cette fric, les débuts avaient, je crois, 12 nationalités, mais ça appartenait à un Congolais. Donc, on est obligé de louer un autre bus pour mettre le surplus et puis que ça puisse être roulé et payer la taxe, l'amende pour remonter sur la route et maintenant repayer la taxe. Donc, c'était beaucoup d'argent. Heureusement pour le passager, ce n'était pas le cas. Donc, on est allé dans notre randonnée. La randonnée était bien, mais le patron du bus était fâché parce qu'on a fait un pique-nique étendu sur une semaine. Mais lui, il a perdu plus. Il a perdu plus parce qu'il voulait aussi trop gagner. Mais c'est ça le problème des Congolais, généralement. On a vraiment un très sérieux problème avec la corruption. Donc, pour dire que même quand nous avons des problèmes avec nos routes ici, on construit des routes, mais bon, je ne sais pas, moi je ne suis pas spécialiste, mais j'ai l'impression que le suivi vraiment technique de la route, là, on dirait qu'il n'y a pas. Nos routes ne sont pas construites avec les normes des routes, disons, des pays à l'international, des pays développés. Et sachant ça, on devrait avoir notre propre système de suivi. Si une route normale, je ne sais pas, on doit faire un suivi au bout de 5 ans, parce qu'on sait que nos routes sont de moins bonne qualité, on devrait peut-être se dire que nous, tous les 2 ans, on doit refaire nos routes. Cependant, on remarque que la plupart des routes sur lesquelles nous passons en RDC sont des routes qui datent de l'époque du Zaïre. Mais même alors, il y a le problème de la gestion des routes, mais tout est relié. Il y a les voiries et les drainages. Oui, aussi. Les voiries, c'est les réseaux routiers. Les drainages, c'est les réseaux de recueil qui recueillent les eaux usées, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'on fait de nos eaux usées? C'est une chose, ça reste de l'eau, c'est de l'eau sale, mais ça aide à autre chose. Donc, qu'est-ce qu'on fait de nos eaux usées et qu'est-ce qu'on fait de nos déchets? C'est ça, en fait, le travail de la société qui gère ce service-là. Malheureusement, voirie et drainage et usagers de la route, on est tous hors normes. Je passe, je jette mon papier, je passe, je jette mes plastiques, et puis demain, quand la route s'abîme, je dis, mon conducteur est le Nicambo. C'est là maintenant que je dis que mon conducteur n'a pas eu le civisme conséquent pour que la population puisse suivre comme il le fait. Il n'y a pas de sanction en fait. Voilà. Donc, comme on dit, Bakonzi, en tout cas, les trucs des routes, le sujet des routes, il faut vraiment travailler là-dessus. Les papas de la route n'ont pas éduqué les enfants qui utilisent la route. Exactement. Et nous-mêmes, en tant que Congolais, c'est quand même notre pays, on devrait en prendre soin. Lorsqu'on arrange la route, il ne faut pas commencer à jeter les choses. Même 5 ans plus tard, ne jetons pas les choses en route. Préservons nos routes, s'il vous plaît. Donc, voilà, merci. C'était tout pour l'actualité.